Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler jeux vidéo libres aujourd'hui avec Mindtest, l'autre pays du minage. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la pratique de double système d'exploitation avec Antanac et une nouvelle pépite libre de Jean-Christophe Becquet, La Cueillette, un outil d'autodiagnostic de lieu d'accueil. Nous allons nous parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 10 septembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa. Bonjour à tout le monde, bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec l'association Antanac qui partage avec nous des situations très concrètes ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Avec parlant de reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et par tous, etc. Et j'accueille avec plaisir aujourd'hui Isabelle avec moi en studio pour cette deuxième émission depuis la rentrée. Salut Étienne. Salut, ça va Isabelle ? Salut Isabelle. Bah oui, ça va bien. Alors la deuxième émission, mais elle est la première pour Antanac, du coup. Hein, c'est la première émission. Oui, ça reste la rentrée. Ça reste la rentrée, voilà. Et du coup, pour la rentrée, j'ai choisi un petit sujet de rentrée dans le sens de nos pratiques. Donc tu l'as dit, la pratique du double SE, du double système d'exploitation. On dit aussi souvent double boot ou dual boot. Boot comme démarrage, to boot, pour démarrer en anglais dans le texte. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'avoir sur un même ordinateur plusieurs systèmes d'exploitation sur lesquels démarrer selon ses envies, ses besoins de telle ou telle fonctionnalité, de tel ou tel logiciel. Parfois, des personnes ont plusieurs distributions GNU Linux sur leur ordi, par exemple une Debian et une Linux Mint. Souvent, c'est pour tester une distribution, pour choisir, voir les évolutions, etc. Mais très souvent, ce que nous voyons, nous, à Antanac, c'est que c'est des partitions Windows et une distribution Linux à côté. Mais alors, pourquoi est-ce que nous, à Antanac, on est confrontés à ça ? Puisque nous sommes quand même et avant tout des libristes, eh bien uniquement parce que des personnes, notamment des étudiants et étudiantes, nous indiquent avoir besoin, être dans l'obligation pour leurs études, d'utiliser des applications qui ne tournent que sous Windows. C'est presque, on a calculé, c'est presque un étudiant sur deux, une étudiante sur deux qui nous demande ça. Alors souvent on discute, on leur prouve que non, c'est pas indispensable, mais parfois on y va quand même à contre-cœur. Par exemple, AutoCAD, c'est l'exemple que je prends très souvent. Les étudiants et étudiantes pourraient bien sûr utiliser LibreCAD, ou bien FreeCAD, ou encore QCAD. Voire même, j'ai vu qu'il y avait une application, un logiciel qui s'appelle Tirage au sort. Je ne sais pas quel rapport ça a avec AutoCAD, mais en tout cas, apparemment, c'est quelque chose de bien, sauf qu'elle est payante et même chère. Moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est AutoCAD, à quel usage ça Exact, j'allais y venir. Alors, non, je t'en prie, tu as raison. AutoCAD et toutes les autres que j'ai citées là dans le monde du libre, c'est en fait une application qui permet de faire de la 3D et notamment les étudiants et étudiantes en architecture s'en servent beaucoup pour faire comme des maquettes sur ordinateur. C'est comme c'est un mélange de CAO, PAO, etc. Donc conception et autres outils sur ordinateur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont bien souvent, malheureusement, les professeurs qui n'acceptent pas toujours qu'il et elle utilisent ces applications libres et qui donc obligent
à une utilisation, là, dans mon exemple, d'AutoCAD. Et du coup, ces personnes en parcours d'architecte nous demandent un ordinateur sur lequel il est possible d'installer AutoCAD. Et alors pour nous en interne à Antanac, c'est pas du tout simple. D'abord parce que la solution de Wine qui permet à des systèmes d'exploitation Linux d'utiliser des applications tournant sous Windows nativement, c'est pas toujours la bonne solution parce que c'est très 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 gourmand en mémoire RAM, mémoire vive, et ça requiert un processeur un peu puissant pour pouvoir le faire tourner. Donc du coup, on opte pour la mise en place de 2 systèmes. Il y a des tas d'entreprises qui nous donnent des ordinateurs qu'elles ont réinitialisés et sur lesquels elles ont réinstallé une version de Windows, actuellement la 10 ou la 11. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'écraser, dans ces cas-là, on garde quelques ordinateurs, on garde la version de Windows et on la pousse un peu pour faire de la place et installer une autre distribution à côté, une distribution GNU Linux. Et ben donc vous êtes en train de penser tout va bien, où est le problème, de quoi elle nous parle, c'est clair. Ben en fait déjà ça parle du fait que c'est quand même en termes de pensée libriste très limité parce que on n'est pas dupe dans Antanac, quid de la réalité de l'utilisation par les personnes qui reçoivent un tel ordi avec 2 systèmes d'exploitation. On se dit que, pour de vrai, est-ce qu'elles vont aller utiliser la partition sous Linux? On n'est pas sûr de ça. On essaye d'expliquer les cas de figure. Vas-y, tu te sers d'AutoCAD, tu vas sur Windows, mais le reste du temps, tu vas pour aller pour tes mails, pour etc. Bon, mais je suis pas certaine que les gens le font de cette manière-là. Et donc, du coup, on n'a pas gagné grand-chose. Ensuite, c'est beaucoup plus long pour nous. Moins simple à automatiser, à, entre guillemets, industrialiser. Or, on a plein d'installs à faire, donc c'est pas vraiment satisfaisant. Mais que faire d'autre et comment répondre à la demande de ces personnes sans jouer les censeurs, censeureuses, je sais pas comment on dit au féminin, tiens, voilà. Un censeur, une censeuse, je sais pas. J'essaie de me renseigner. Tu te renseignes? Merci Étienne. Enfin, ce que veut dire, c'est que donc on peut pas dire non aux gens, non, tu n'as pas besoin, on va pas le faire, nous on est des libristes purs et durs. Et donc, par contre, ce qui est étonnant, c'est que dernièrement, on a eu à la mi-août un souci spécial et peut-être certaines ont rencontré déjà cela. Il y a eu une mise à jour de Windows qu'on a laissé faire sur certains postes et elle a bloqué le démarrage de Linux, notamment sur des postes comme ça en double système. Ça a été répertorié, ça a été pas mal discuté sur des forums, des blogs, des articles sur le net, peut-être que vous avez vu, et même sur le site gouvernemental, le CERT, qui est donc le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques. Ils en ont parlé. Alors, le nom de l'affaire, c'est CVE 2022-2601. C'est beau, hein, non? Et alors, CVE, voilà, ça veut dire Common Vulnerabilities and Exposure. On est bien avancé. Ça m'a l'air d'être comme un recensement, en fait, des attaques et des problématiques. Et Microsoft a reconnu avoir eu ce souci-là sur leur mise à jour du mois d'août. Et nous, ce qui nous a embêté quand même, c'est que Windows, que Microsoft fasse ce qu'il veut sur sa partie, on peut le comprendre. Sauf que là, ce que ça voulait dire, c'est que donc ils ont intégré de force sur les machines un paramètre que nous, généralement, on enlève, il s'appelle là le Secure Boot. Donc, c'est en fait un petit paramètre qui permet ça voudrait dire démarrage sécurisé en français, qui est une fonctionnalité qui permet de s'assurer qu'un ordinateur démarre bien en utilisant uniquement les logiciels approuvés par le fabricant. Et c'est là où le terme de fabricant, c'est intéressant, parce que qui est le fabricant? Là, on parle du fabricant HP, Dell, Lenovo, Asus. Non, en fait, on parle de celui qui a de force intégré la majorité des ordinateurs, donc Microsoft. Mais c'est pas lui le fabricant. Bref, ça veut dire que Microsoft a réussi à faire une mise à jour dans laquelle il peut s'insinuer subrepticement jusqu'au BIOS, en tout cas tous ceux, jusqu'à l'UEFI, tous ceux qui n'ont pas de mot de passe, pour aller réactiver quelque chose que nous, on a désactivé pour installer le Linux. Et là, on s'est dit, comment on fait? Et bon, déjà qu'on n'était pas très ravis et enchantés d'avoir à faire ces doubles systèmes, mais là, du coup, ça en aura rajouté quand même quelque chose, parce que Microsoft fasse ce qu'ils veulent dans sa partie, ok, très bien. Mais là, du coup, on se dit, sauf s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris, puis là, je suis preneuse d'informations, si des gens qui nous écoutent, des auditoristes, ont quelque chose à dire là-dessus, mais nous, en tout cas, on s'est dit, est-ce que ça veut dire qu'on va laisser tomber complètement? Est-ce que, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait quand même pas mal de distributions libres qui désormais sont installables avec le Secure Boot activé. Bon, le démarrage sécurisé activé, ça veut dire qu'ils ont joué le jeu eux aussi de ce que fait Microsoft. Bon, est-ce que toutes les distributions vont le faire dans ce sens-là? Je ne sais pas. En tout cas, cette prise de contrôle-là, on n'a pas trop aimé, quoi.
Donc on ne sait pas. Si vous avez des idées, on est tout à fait preneuse pour cette rentrée. Je crois que c'est un problème ancien, ce Secure Boot. Nous, à l'April, on essaie de réfléchir à des amendements par le passé, puis je pense quand l'occasion se présentera à nouveau, d'essayer de trouver une manière d'interdire ou de cadrer davantage ces mesures techniques en réalité qui limitent la liberté d'installer les systèmes qu'on veut. C'est un problème ancien, oui et non, parce que jusqu'à présent, on pouvait sans problème dans l'UEFI nous-mêmes l'enlever et faire notre installation. Là, Microsoft, ce qui est nouveau là depuis 2023 d'ailleurs, 2023, c'est que Microsoft, dans sa version 11, empêche c'est-à-dire si tu désactives le Secure Boot et que tu veux installer ton Microsoft version 11, ça ne pourra pas, tu ne pourras pas l'installer. Donc c'est pas, je suis d'accord, c'est une vieille affaire depuis que l'UEFI existe, on avait ces affaires de legacy UEFI, Secure Boot activé, désactivé, etc. On avait tous ces machins-là, sauf que là c'est nouveau, c'est qu'il y a comme un empêchement quoi de faire. D'accord, il semble bien que c'est vraiment un terrain politique et un champ de lutte aussi. Yes. Voilà. Et pour répondre à ta question, selon Wiktionnaire, voilà, on prendra la valeur de. Mais moi, je fais confiance. On dit une censeur ou une censeuse. Une censeuse. Ben voilà. Bon, je veux pas être une censeuse, mais quand même, je voudrais pouvoir faire les choses tranquillement. Plus proche du lançage d'alerte que de la censure. Mais merci beaucoup Isabelle pour cette première chronique de la saison 8. Et au mois prochain pour une prochaine chronique Libéré d'autres que du logiciel. À bientôt. Merci, bonne émission. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Mindtest, l'autre pays du minage. Avant cela, nous allons écouter Sous contrôle par Les Gueules Noires. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Aucune crainte à avoir. Aucune crainte. D'aucune sorte. Ne commencez surtout pas à vous inquiéter, à émettre le moindre signe d'inquiétude, le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez aucun signe d'anxiété ou d'angoisse. Voilà, n'émettez aucun signe. Par précaution, nous vous recommandons de n'émettre aucun signe. De mes envies et de mes idées, qui a le pouvoir de me juger? Vos lois ne sont que des morceaux de papier. Comme un robot téléguidé, j'avance dans l'obscurité, dans l'air une odeur est présidée par l'oppression et l'ambiguïté. Je suis libre de mes choix.
Nous venons d'écouter Sous contrôle par Les Gueules Noires, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant à notre sujet principal. Minetest, l'autre pays du minage. Rien à voir avec les terres rares ou les bitcoins, il s'agit d'un jeu vidéo libre que nous allons découvrir grâce à notre invité. Et j'ai plaisir pour cela de passer la voix à Laurent Costi qui a préparé et qui va animer ce sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Salut Laurent. Bonjour Étienne, merci pour cette parole. Alors je vais lire Wikipédia. Je connais un petit peu Minetest, mais je pense que Wikipédia sera plus clair que moi dans un premier temps, et je me permettrai après d'introduire nos deux invités qui sont à distance et qui nous raconteront leurs expériences. Donc merci Wikipédia pour ton aide précieuse à cette introduction du sujet Minetest. Minetest est un moteur de jeux vidéo multiplateforme. Le joueur peut évoluer dans des mondes générés de façon aléatoire, composés de blocs, rassembler diverses matières premières et les combiner pour façonner le monde comme il l'entend. Il est important de noter que le projet n'existe pas pour être un jeu, mais bien pour permettre de créer des jeux. Créé en 2010 sous la direction de Pertu Aola, alias Celeron55, le projet continue à évoluer avec l'aide d'une communauté grandissante et internationale. Minetest est largement inspiré du jeu Minecraft, mais il est sous licence libre. Le jeu n'a pas de but précis ou de fin, le seul objectif étant de construire des bâtiments avec les différents blocs dans un univers en 3D. Le jeu propose deux modes, le mode survie, dans lequel le joueur doit d'abord rassembler les matières premières dont il a besoin, et le mode créatif, dans lequel le joueur dispose de matières premières en quantité illimitée. Une grande quantité d'extensions, appelées mods, plus de 2250 sur le site de Minetest.net, peuvent être ajoutées au moteur de base pour rendre le jeu plus attractif. C'est donc pour parler de Minetest que nous avons invité Amelai et Tuxayo, qui sont à distance, et on vous demande de nous excuser par avance pour la qualité sonore, et qui vont nous raconter leur expérience. Bonjour Amelai. Et bonjour les miners. Bonjour Laurent, et merci pour cette invitation. Très bien, bonjour Tuxayo. Bonjour Améla et bonjour Laurent. Parfait, alors vous êtes un peu lointain, j'espère que ça passera bien à la radio. On va essayer de régler tout ça en régie, merci Isabella. Alors je vais passer la parole à Amelai qui va présenter son parcours et puis peut-être nous raconter comment elle en est arrivée à administrer un serveur, alors que moi je trouve hallucinant, hein, qui est juste énorme, mais vas-y, je te laisse la parole. Waouh, alors c'est une longue histoire. Donc je commence par le début de la fin ou la fin du début. c'est Donc en fait c'est une histoire qui remonte. Minetest, j'ai commencé à en entendre parler en même temps que Minecraft début 2010. Donc c'est là que les deux jeux ont commencé à sortir un peu de manière simultanée, puisqu'ils sont sortis. Je crois que Minecraft est sorti avant Minetest, mais j'ai connu Minetest en fait par intermédiaire de gens qui travaillaient avec moi. Et bon, au début, ça me tentait pas tant que ça. Je trouvais que c'était finalement un grand jeu de Lego, ni plus ni moins. En plus, avec à l'époque les moyens du bord, c'était moyennement beau, mais je m'y suis mise en fait pendant la pandémie de 2020. Les deux événements n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est en fait une connaissance de travail qui m'a reparlé donc de Minetest. Et je me suis dit, mais si ces jeux de construction, aussi bien Minecraft que Minetest, continuent de faire parler d'eux, c'est qu'il doit y avoir un véritable intérêt là-dessus. Donc, je me suis mise à jouer sur Minetest déjà en mode solo. C'est comme ça en général qu'il faut commencer pour découvrir, lancer une partie en solo, bidouiller, voir comment le jeu marche, voir comment les interactions avec les cubes marchent, découvrir qu'il y a deux mondes, deux modes, un mode créatif, un mode survie. Et puis, un jour, une connaissance de travail m'a dit « j'ai un serveur, je t'y invite volontiers ».
Et il s'est avéré que c'était un serveur modé. Alors j'avais entendu parler des mods justement suivant une chaîne anglophone, qui est la chaîne de Richard Jeffries, qui est un builder main test depuis maintenant 5-6 ans, même 7 ans, depuis quelques années, et qui est une référence dans le domaine. Et puis petit à petit, cette personne m'a finalement donné les fichiers de son monde pour que je puisse créer mon propre serveur. Et c'est à partir de là que j'ai créé ce serveur qui était d'abord privé. J'ai dû mettre tous les modes à jour parce qu'ils ne correspondaient plus aux versions de Mindtest que j'avais installées sur ma machine perso. Et puis, j'ai commencé à installer mes propres modes. Et ce faisant, je me suis rendu compte que en fait, c'est triste de jouer toute seule, ce genre de jeu. Et j'ai fini par ouvrir le serveur au public. Et c'est ainsi que petit à petit, des gens commençaient à venir. Et donc, petit à petit, il y a des amitiés qui se sont créées, des affinités qui se sont créées, et une équipe, justement, constituée effectivement de moi, puisque j'administre le serveur. C'est moi qui fais la maintenance de la machine, qui installe les mises à jour, qui installe les modes. Et puis, j'ai également une équipe de modérateurs qui veille sur le comportement des différents utilisateurs qui viennent sur le jeu, qui sont Iz, Turrican et Tanavit. Et voilà où on en est. Merci. Alors on reviendra sur ce monde qui est extrêmement accueillant. Moi j'avais été très très surpris d'être accueilli. J'avais testé aussi Mindtest. Je fais une petite parenthèse avant de passer la parole à Toxayo, mais où j'arrivais dans un monde et effectivement dans les quelques secondes d'arrivée du jeu, j'étais déjà mort parce que je m'étais fait taper par quelqu'un. Donc je trouvais pas ça très attirant. Et effectivement quand je suis arrivé dans le monde d'Amelai, voilà, on a été accompagnés, on a été aidés. Ça j'ai trouvé ça extrêmement positif. Toxayo, et toi ton expérience de Mindtest, comment tu es arrivé à Mindtest, à pratiquer Mindtest et comment tu le pratiques finalement? Alors moi je suis libriste depuis de nombreuses années et du temps du lycée je jouais à des jeux vidéo, depuis beaucoup moins, mais de temps en temps quand je le fais, je me dis autant explorer l'écosystème des jeux libres parce que c'est un gros usage grand public de l'informatique et pour les personnes les plus jeunes, c'est souvent quelque chose qui est central dans leur groupe social. Donc à la fois, je peux utiliser mes loisirs pour aussi apprendre comment aider les gens dans des install parties ou à Marseille avec une association, on aide des gens à passer sous Linux. Tu peux rappeler éventuellement ce que sont les install parties peut-être? Alors du coup, des install parties, c'est des moments où on aide les gens à passer leur ordinateur sous Linux, soit uniquement sous Linux, soit en cohabitation avec Windows, comme Isabelle en parlait. Voilà. C'est ça. Merci. Et donc, voilà, utiliser les loisirs, mais aussi pour apprendre et que ça aide dans le temps militant. Mais du coup, le domaine du jeu vidéo, c'est assez régulièrement un frein pour passer facilement sur un système libre, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur un navigateur, mais les jeux vidéo, ça reste un programme qui tourne vraiment sur le système, c'est pas juste un site. Mais du coup, ces dernières années, il y a eu des progrès assez énormes pour pouvoir justement même arriver à lancer des jeux Windows sous Linux et de manière de plus en plus clé en main. Ça, c'est sur les jeux grand public et non libres. Et du côté des jeux vidéo libres, on commence à en avoir pas mal qui sont bien complets, bien élaborés. Et c'est comme ça que je suis assez rapidement tombé sur Mindtest, qui était l'un des plus développés et qui continue à l'être. Et du coup, j'y suis arrivé par l'angle de, je cherche le clone de Minecraft clé en main, qui est justement, pour faire de la transition j'ai envie de jouer sur du libre. Je connais déjà un type de jeu qui me plaît, qu'est-ce que je peux trouver le plus proche? Et en fait, on a vu juste il y a quelques minutes que Mindtest, mais c'était pas un jeu en soi, mais c'est une sorte de moteur pour créer des jeux. Et en fait, justement, il y a des jeux qui ont
qui ont pour but de cloner Minecraft. Et donc c'est Mineclonia et Voxel Libre. Les références, je les laisserai dans les notes de la page de l'émission. Et donc voilà, qui implémente une bonne partie des fonctionnalités qu'on peut trouver dans Minecraft. Du coup, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à jouer à ça. Et voilà, visiter divers serveurs. Visiter divers serveurs sur lesquels justement les gens comme Amelai ajoutent des modes pour justement varier les jeux, que ce soit pas juste des clones tout simples de Minecraft, mais aller plus loin et profiter justement du fait que ce soit libre. Merci pour cette introduction. Alors je voulais peut-être un peu compléter, mais moi ce que j'avais beaucoup apprécié aussi avec Mindtest, c'est qu'on peut vraiment aller pas à pas. C'est-à-dire qu'effectivement, Amelai, tu l'as expliqué, tu as commencé finalement par jouer en solo. Alors très vite, si on n'a pas installé des mods, finalement on s'ennuie, parce que on avance dans des territoires à l'infini sans vraiment beaucoup d'interaction. Mais après, en ajoutant des mods, et ça aussi c'est pas forcément facile à comprendre au début, on peut commencer à agrémenter, ajouter des animaux, ajouter des interactions, etc. Et puis donc ça c'est quand on joue alors en solo sur sa machine. On peut jouer et après on peut rejoindre des serveurs qui sont ouverts, comme celui que toi tu proposes à travers Amelai. Amelai in Minerland. Merci beaucoup, tu m'as aidé parce que là j'étais un peu perdu. Voilà, ce type de serveur. Et effectivement, et après, quand on acquiert des compétences, si on a une sensibilité technique, on peut même directement même administrer son propre monde. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. J'ai adoré tes propos tout à l'heure en disant il m'a passé les fichiers de son monde. Je trouve ça très très beau. on peut recréer un monde à partir d'un autre qui existe et puis l'améliorer, le changer. Là, on est vraiment dans une logique logiciel libre. C'est extrêmement intéressant. Et puis peut-être pour préciser, donc du coup, Toxayo, tu parlais de Mineclonia et de Voxel Libre. Ce sont des modes finalement qu'on ajoute à partir du jeu de base quand il est installé. C'est bien ça, hein? C'est ça. En fait, on installe Mindtest, que ce soit sur un ordinateur Windows, Mac, Linux ou sur un téléphone Android, on le lance. Et là dedans, il y a une sorte de gestionnaire de contenu, de contenu additionnel, d'extension. Et parmi les premiers qui sortent, ou alors il y a une recherche, on les trouve facilement, il y a Mineclonia et Voxel Libre, qui en fait sont des ensembles de modes déjà tout en un. Donc rien qu'en installant une chose, on a une expérience de jeu cohérente et complète. Ou sinon, on peut aller sur, par exemple, le serveur d'Amelai, où justement, elle a fait le travail d'assembler, de créer elle-même sa propre expérience de jeu cohérente et personnalisée. Et on clique sur le serveur pour s'y connecter. Et là, ça télécharge tout seul. On n'a rien à installer. Et on se connecte et hop, on arrive dans un jeu qui est prêt à être utilisé. Voilà, donc il y a plein de manières d'entrer dans Mindtest. Alors, je vous cache pas que moi, pour commencer, comme en vieil homme blanc de 50 ans que je suis, j'ai commencé par le tutoriel. Oui, s'il y en a qui font ça quand même. Alors, moi, déjà, j'étais un peu perturbé parce que le tutoriel était à moitié en anglais, à moitié en français. Et donc, c'est là que je me suis dit, c'est une bonne occasion d'améliorer mon anglais et d'essayer de contribuer. Donc, j'ai fait cette expérience-là de traduire les parties anglaises qui restaient. Et puis, j'ai poussé les traductions. Alors, on m'a dit après que le tutoriel était destiné à disparaître, qu'il y en avait un meilleur après, mais là j'ai trouvé ça quand même l'expérience extrêmement intéressante parce que finalement tout en traduisant j'apprenais à utiliser le jeu, à manipuler le jeu. Voilà, c'était une petite anecdote, mais je tenais à faire part de ça parce que encore une fois là ça témoigne bien d'une logique de contribution à un logiciel libre. Alors, on a donné quand même quelques éléments sur ce que sont les modes, sur ce qu'est Mindtest, finalement un moteur de jeu. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de décrire, alors déjà de faire peut-être une rétrospective, on en a un peu parlé en disant que c'était arrivé dans les années 2010, je sais pas s'il y a quelque chose à apporter de plus sur l'histoire, et puis essayer peut-être d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas du tout Mindtest et qui ne connaîtraient pas Minecraft ce que c'est que ce moteur de jeu et ce jeu. Qui veut prendre la parole? Amelai? Oui, je peux déjà tenter de faire une certaine description.
En fait, c'est un jeu vidéo qui s'installe assez facilement sur un poste client, déjà à la base. Et une fois qu'il est installé, une fois qu'un jeu solo est lancé, en fait, on se retrouve propulsé sur un terrain cubique qui représente différents biomes. Donc, un biome, c'est un élément de décor avec ses propres caractéristiques, sa propre géographie. Ça peut correspondre, par exemple, à de la savane, à des plaines, à des forêts, ou tout simplement à d'énormes icebergs recouverts de neige. Donc une fois qu'on arrive sur ce jeu, en général, on peut tomber, si on a de la chance, on tombe dans 90% des cas sur un biome plein. Donc on va se retrouver sur de l'herbe verte, avec des arbres en général qui sont des pommiers. Et le but du jeu, ça va être de jouer au Lego. Donc à partir de là, suivant le mode de jeu, en sachant qu'il y a un mode survie et un mode créatif, j'aime bien conseiller aux gens de commencer peut-être par le mode créatif pour se faire la main déjà dessus, commencer à construire des choses, voir si on est un builder ou si on est un survivaliste, c'est-à-dire qu'on arrive dans le jeu, il faut d'abord couper du bois, ensuite il faut faire une hache, ensuite il faut faire une pioche, après on va miner de la pierre, et après petit à petit on creuse et on mine du minerai qui devient au fur et à mesure de la profondeur de plus en plus costaud. Et sinon on a le mode créatif où on arrive direct sur le jeu, on n'a aucun outil à créer, on a tous les éléments en main. On prend 99 blocs de briques, par exemple, on va les assembler, on va mettre du craie, on va mettre du bois, on va faire son petit château directement comme si on avait un tas de Lego devant soi. Merci, oui, effectivement, on rapproche souvent ce type de jeu du mot Lego, hein, parce que on est vraiment dans des logiques de construction, d'assemblage. Quelqu'un a évoqué les biomes, je crois. Ça a été évoqué. C'est moi. Oui, voilà. Bon, expliquer, peut-être tu l'as un peu expliqué déjà, mais oui, tu l'as peut-être déjà expliqué en fait. Les biomes, c'est finalement des différents types de textures qui représentent des zones géographiques, finalement correspondant à des zones froides, à des zones chaudes, des déserts. C'est ça finalement les biomes ? Exactement. D'accord. On a des déserts de différents sables, du sable blanc, du sable gris ou du sable un peu orangé. On a des biomes de plaine. On a des biomes de forêts enneigées, on a des biomes avec d'immenses icebergs. Et après, on a aussi des biomes qui peuvent être installés aussi à travers différents modes. Donc ça, c'est après, une fois qu'on a compris le système du jeu, pour varier justement ces zones géographiques où finalement on a différentes possibilités de construction. Après, on le voit en fonction de son œil de builder, sachant que moi je suis plus une buildeuse qu'une survivaliste ou une technicienne. Chaque zone, un désert par exemple, va être propice à la construction d'un village marocain, d'un souk, d'un palais de calife ou même d'un village western, suivant un petit peu ses goûts et ce qu'on a envie de construire. Parfait. Donc builder, hein, c'est le mot anglais, ça vient du mot anglais construire, quoi. En fait, tu t'adores te focaliser sur la construction, l'assemblage de bâtiments, alors qu'effectivement, il y en a d'autres qui sont plus dans le rapport on peut faire par exemple aussi des courses de drapeaux, des captures de drapeaux dans Mindtest. On peut imaginer aussi ce type de choses. Mais toi, tu t'apprécies particulièrement construire des bâtiments, des villages, etc. Quoi. Voilà, sur le monde que tu as construit, c'est impressionnant tout ce qui a été construit. Alors pas que toi, bien sûr, mais avec toutes les personnes qui ont rejoint le monde. On entend parfois le terme voxel. Est-ce que peut-être Tuxayo, tu peux expliquer ce que ça voudrait dire, si tu... Oui, alors donc ouais, les voxels, c'est un mot qui combine volume et pixel, et en fait ce qui est l'équivalent en 3D d'un pixel. Et du coup un jeu en style voxel, c'est un peu l'équivalent c'est un peu l'équivalent 3D du pixel art qu'on voyait dans tous les jeux rétro d'il y a 30 ans et plus.
et qui est revenu à la mode depuis les années 2010. Et donc en fait, c'est la version pixel art où le but n'est pas le photoréalisme, mais une manière qui permet d'exprimer sa créativité différente, c'est en dessinant des choses avec des pixels un à un, au lieu d'essayer de faire des photos qui représentent le plus la réalité. Non, là c'est des choses plus schématiques, plus colorées. Voilà, la même chose qui fait que par exemple le style des jeux originaux de Super Mario, il a marqué les gens. C'est ce style de pixel art. Et les voxels, c'est la même chose en 3 dimensions. Oui, c'est vrai qu'on peut s'étonner quand on débarque dans un monde Mindtest de voir ces cubes en fait, hein, c'est très très crénelé quoi. Hein, même le soleil est carré finalement, et on pourrait presque se poser la question de se dire mais à notre époque, quand on regarde les graphismes des derniers grands studios qui sortent leurs immenses blockbusters, on pourrait dire mais comment ça se fait que ça marche encore? Je sais pas comment vous expliquez que ça marche Mindtest. Enfin, qu'il y a encore des gens qui s'éclatent, qui créent des choses incroyables. Je sais pas, c'est quoi votre analyse là-dessus? Toxayo. Je pense... Ah pardon, Amelai, vas-y, je t'en prie. Pardon, non, je t'en prie, Toxayo. Alors, ce que j'avais entendu comme analyse, c'est qu'en fait, ça permet sans avoir une armée d'artistes, de faire, mine de rien, des mondes qui sont assez vastes, ou un grand nombre de personnages, et où du coup les artistes, ils se concentrent sur essayer de trouver un certain style, une certaine créativité, au lieu d'être là à essayer de modéliser chaque cheveu, chaque détail de vêtements. Mais est-ce qu'Amélie, tu as d'autres choses qui t'inspiraient? Oui, en fait, c'est assez cohérent, à mesure où finalement le cube, du fait qu'il se rapproche du pixel, on parlait de voxel tout à l'heure, le cube est finalement une figure volumétrique qui est la plus flexible et qui s'assemble le mieux. C'est pour ça d'ailleurs que les Lego ont cette forme un peu carrée, rectangulaire. C'est-à-dire qu'on peut facilement reproduire et construire à partir de formes qui sont plutôt cubiques que plutôt varier les formes. Après, il y a des modes qui permettent d'avoir une approche plus réaliste en fonction de ce qu'on veut. Mais c'est vrai que cette idée d'assembler des cubes reste quand même quelque chose de solution la plus flexible pour laisser place à une créativité plus poussée et une personnalisation plus poussée que plutôt effectivement un jeu vidéo moderne peut avoir un graphisme de fou. Mais ce n'est pas un graphisme que nous avons choisi ou que nous avons élaboré nous-mêmes. Oui, et puis ça n'empêche pas d'ailleurs, avec des cubes, d'essayer de faire des choses harmonieuses, d'assembler des cubes de même nature, en tout cas, voilà, parce que finalement, moi j'avais commencé à faire une maison un peu dans ton monde là, un petit peu avec des blocs n'importe comment, et puis on m'a dit tu pourrais peut-être améliorer, faire un peu plus joli, quoi. Donc ça n'empêche pas non plus de faire attention à ces éléments-là, même si c'est un monde de cubes, quoi, avec des arêtes, quoi. Mais et justement, ça, c'est des choses qui peuvent vivre mieux que un jeu qui essaie de faire les graphismes les plus réalistes. 15 ans après, ça vieillit pas si bien que ça. Les premiers jeux 3D, ils piquent un peu les yeux, alors que les jeux de 5 ans avant, qui étaient encore en 2D, en pixel art, justement, voilà, ils vivent plutôt bien. On a encore des jeux qui ressemblent à Super Mario ou Tetris, des remakes ou des jeux qui s'en inspirent, et voilà, où justement ça a bien vécu, alors que les premiers jeux 3D, c'est des choses où leur âge marque tout de suite. Et puis la grande modularité du jeu, quoi. Je pense qu'elle est d'une richesse incroyable. Et puis on peut intervenir, encore une fois, proposer des choses. Donc ça, je pense que c'est effectivement extrêmement favorable à Mindtest. Étienne me fait signe que c'est l'heure de la pause musicale. Donc on va faire cette pause et puis on se retrouve après la pause musicale. On va faire une petite pause. Peut-être me permettre
une réponse très individuelle sur qu'est-ce qui attire peut-être dans ces jeux. Parce que moi, j'aime beaucoup les petits jeux de craft comme ça aussi. Alors, j'ai pas encore essayé Mindtest parce que j'ai peur justement de devoir y consacrer trop de temps. Je crois moi, c'est mon côté un peu obsessionnel, c'est-à-dire que voilà, j'ai décidé que j'allais faire ça, donc je vais passer des heures à creuser pour récupérer mes pierres pour construire ensuite. Et Exactement. ça répond à des trucs. C'est un côté très détendant pour moi, mais voilà, je pense que je suis sans doute pas le seul. Et comme tu le disais, on va faire une pause musicale si je retrouve dans mon séquencier. Tout à fait. Nous allons écouter Green Sleeves par Emma et on se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Green Sleeves par Emma, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. C'est bye. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous sommes toujours dans Libre à vous sur la radio Cause Commune, la voix des possibles. Et je repasse la voix à Laurent qui anime un échange sur Mindtest, l'autre pays du minage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Nous sommes avec Toxayo et Amelai pour parler de Mindtest. Et je voulais leur poser la question suivante. Finalement, quelle différence avec Minecraft pour ce jeu? Alors, Toxayo peut-être? Alors, je retrouve les notes. Alors oui, donc la différence, c'est que Mindtest est libre. Donc ça veut dire que les personnes qui font le jeu, en fait, renoncent à en garder le contrôle exclusif. Donc ça du coup, c'est une histoire de rapport de domination qui en informatique existe. Et donc, dans le cas du livre, ça fait que n'importe quelle autre personne qui sait faire du développement logiciel ou de l'art numérique peut se réapproprier n'importe quelle partie du jeu, sous réserve de changer le nom de sa nouvelle version dérivée. Et dans le cas de Mindtest, ça va plus loin, parce que les conditions dans lesquelles il est libre, en fait, elles exigent qu'il doit rester libre. Donc c'est-à-dire que on appelle ça en plus d'être libre, on appelle ça le copyleft. Et en français, c'est traduit par gauche d'auteur, c'est un jeu de mots sur droit d'auteur. Donc tout ça, en fait, ça permet de garantir que, même après de nombreuses années, avec des dizaines de personnes différentes qui viennent, qui partent, qui collaborent sur le projet principal, ou qui partent sur leur propre chemin, et ben en fait, on va être sûr que le jeu Mindtest
et toutes les variantes qui se basent sur Mindtest dont on a parlé, ou un de ses descendants du jeu Mindtest, si les gens ont parti sur leur propre chemin, et ben il sera toujours là, il sera toujours développé, il fonctionnera toujours sur les machines du moment, tant qu'il y a assez de personnes intéressées. Et ça change vraiment des jeux vidéo non libres qui commencent à devenir difficiles à faire fonctionner, dans certains cas même 10 ans après leur sortie, parce que comme les ordinateurs ils ont évolué matériellement et logiciellement, eh ben, on a un énorme problème d'obsolescence logicielle sur les jeux vidéo qui sont quand même en fait une forme d'art. On peut imaginer que si c'était impossible de passer un film de cassette VHS à un DVD, et ben, au bout d'un moment, il y aurait des films qui deviendraient impossibles à voir. Ben, malheureusement, les logiciels, ça marche comme ça. Et du coup, on a des jeux avec des scénarios excellents et des bandes son et des directions artistiques dignes de films qui ne sont plus utilisables, sauf à avoir des compétences techniques pour s'arracher les cheveux sur le jeu, il connaît que les écrans 4 tiers, là j'ai un écran 16/9, enfin, le truc est tout cassé, qu'est-ce que je fais en admettant qu'il se lance tout court et qu'il ne faille pas utiliser des outils spécialisés. Et donc une autre différence aussi, c'est que une partie des gens qui jouent à Minecraft depuis longtemps, ceux qui étaient là dans les années 2010, reviennent un peu avec nostalgie les premières années, parce qu'il y a eu certains gros changements qui ont lieu au bout d'un moment. Alors c'est possible d'apporter des changements au jeu, mais il y a quand même des gros freins techniques et légaux pour faire ce qu'on veut. C'est côté de licence et le fait que le jeu n'est pas fait pour être extensible ou modifiable comme Mindtest. Donc, merci pour cet éclairage. Alors du coup moi je peux témoigner, c'est vrai que j'avais un compte Minecraft à l'époque il y a longtemps et effectivement il y a eu le rachat par Microsoft de Minecraft et finalement on m'a envoyé beaucoup de mails en me disant en fait vous allez pouvoir continuer à jouer à Minecraft mais il va falloir vous créer un compte Microsoft et effectivement là j'ai dit non ça va pas être possible, je ne veux pas me créer un compte Microsoft, je suis sous Linux, c'est pas pour me créer un compte Microsoft. Et du coup je pense que c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup intéressé à Mindtest. Alors je sais pas, je crois que Tuxayo t'as jamais vraiment commencé sur Minecraft, il me semble que Amelai aussi, et j'ai un compte perdu. D'accord, voilà, t'as aussi un compte perdu, on a des comptes perdus Minecraft. Amelai, je crois que c'est pareil, tu avais commencé à faire pas mal de choses sur Minecraft et puis à un moment donné, je sais pas quel est le facteur qui a déclenché ton basculement sur Mindtest, tu peux nous raconter? Alors en fait, non, il n'y a pas eu vraiment de basculement vu que j'ai vraiment commencé avec Mindtest. Et après, je me suis mis par curiosité à regarder Minecraft. Le problème de Minecraft, c'est effectivement son rachat par Microsoft, qui contrôle énormément l'expérience de jeu des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il est capable de supprimer littéralement un serveur s'il y a des mots qui circulent dans le chat qui ne conviennent pas à Microsoft. Ce qui est extrêmement problématique, ce qui cause un problème de liberté d'expression, ce qui cause des problèmes de censure et tout ce qui s'ensuit. Alors que finalement, quand on a un serveur Mindtest, le serveur Mindtest, il appartient à la personne qui a le serveur et c'est libre aux administrateurs de gérer les serveurs. Effectivement, moi de mon côté, j'ai un contrôle absolu sur toutes les données qui circulent, mais c'est des données que je vais effacer dans le temps si elles ne représentent rien de bien méchant. Et c'est des données que je fais pour la sécurité des utilisateurs. Donc derrière, il y a ça. Le problème de Minecraft aussi, c'est son développement en Java. Donc ça rejoint un petit peu le discours de Tuxayo, où finalement il faut rester au niveau de la performance du jeu. Et derrière, il peut y avoir des problèmes de performance, en sachant qu'en plus, Minecraft est développé en Java, un langage que je n'apprécie pas particulièrement à cause justement de sa lourdeur. Même s'il est relativement portable, il y a cette lourdeur derrière. C'est un langage qui est compilé, c'est un langage qui n'est pas simple à aborder pour quelqu'un qui a envie de s'intéresser finalement au modage du logiciel, alors qu'à côté on a
un Mindtest qui est développé en C++, donc ça c'est le cœur, et on a derrière des modes qui sont en Lua, qui est un langage interprété ultra simple et qui permet, même aux plus jeunes d'entre nous, de se familiariser avec la programmation. Et ce qui me fait baisser un peu les bras justement avec Minecraft, c'est cette mode des modes pack, où finalement il y a une expérience de jeu qui est intéressante, mais derrière il peut y avoir des gros crashs qui peuvent occasionner des pertes de temps inimaginables. Je me rappelle avoir joué pendant une soirée sur un Minecraft modé. Il y a eu un plantage, j'ai perdu tous les items que j'avais gagnés lors de la soirée. Et ça m'a fait baisser définitivement les bras pour quelques mois là. Et ça peut pas se produire sur Mindtest? Non, normalement, tout est sauvegardé en temps réel sur une base de données, chez moi qui est en Postgre, en sachant que, effectivement, donc on a le logiciel Mindtest qui est développé en C++, qui est compilé par la suite sur une machine Linux ou qui est installé automatiquement sur une machine client Linux ou Windows. Et derrière, il y a une base de données, quand on est sur un serveur, qui enregistre toutes les informations. Donc, à moins qu'il y ait un gros plantage qui nécessiterait un rollback de la part de l'administrateur à un instant X, il n'y a pas de raison que des items soient définitivement perdus lors d'une partie sur Mindtest. Du moins, j'en ai jamais vu jusqu'à présent et je ne pourrais pas l'expliquer si ça se produit. D'accord, mais du coup, c'est peut-être un peu fonction quand même de comment l'administrateur du serveur Mindtest gère son serveur. On peut gérer plus ou moins bien un serveur, finalement, oublier un peu des mises à jour, des choses comme ça, ou effectivement, il y a peu de probabilité qu'il y ait des pertes. En fait, donc au niveau de l'administration d'un serveur, il faut quand même tenir un minimum un jour son serveur pour justement permettre une nouvelle expérience de jeu plus évolutive aux joueurs. Qui dit justement changement de version, on va dire mise à jour de mode. Il y a derrière la sauvegarde des modes qui ont été installés à un instant T pour pouvoir rollback efficacement s'il y a un problème. On a aussi, et ça c'est l'élément le plus important, la sauvegarde régulière des données qui sont enregistrées dans une base, en sachant qu'en fait il y a plusieurs systèmes de bases de données. Le mien par exemple est en PostgreSQL parce que ça convient à des gros serveurs. Donc derrière, l'administrateur se doit de pouvoir justement, et c'est là en ce moment je suis en vacances, donc ça va me permettre de réfléchir à comment régulariser plus efficacement mes sauvegardes, en sachant que en fait c'est des données qui sont vraiment importantes pour l'expérience de jeu, et plus on sauvegarde sa base de données, plus on a de chance de la restituer au moment du plantage qui a pu occasionner une perte définitive des données. D'accord. Donc si je résume, finalement, une des différences entre Minecraft et Mindtest, c'est finalement la répartition de la responsabilité. En fait, on décentralise cette responsabilité-là et chacun porte une petite partie de responsabilité avec son propre serveur. Et c'est ça qui fait une sacrée différence, puisqu'il n'y a pas une personne, comme sur Minecraft, qui peut décider d'appuyer sur un bouton pour exclure un tel ou décider tout seul de ce qu'il faut faire pour dans telle ou telle situation. Et ça, effectivement, ça me semble extrêmement important à souligner, et ça va bien dans l'esprit de la responsabilisation et du logiciel libre. Alors je ne sais pas, on l'a peut-être déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que vous pourriez donner vos conseils de comment commencer à Mindtest pour les gens qui ne connaîtraient pas? Quelle est la meilleure la meilleure entrée pour commencer, pas être perdu, ne pas se retrouver comme moi je me suis retrouvé sur un champ immense à appuyer sur le bouton à aller en avant et puis à aller en avant pendant très longtemps. Qu'est-ce que vous conseillez? Xayo? Alors, donc ça dépend de par où on vient en fait. Si on s'est déjà joué à Minecraft, essayer du coup de chercher les jeux, les modes qui cherchent à reproduire fidèlement Minecraft. Ça va être une bonne idée pour commencer, et
se faire aux petites différences, et ne serait-ce que à l'interface du menu du jeu, de lancer une partie, d'aller sur des serveurs. Et donc pour ça, on peut commencer en solo. Donc aller dans le gestionnaire de contenu, chercher soit Mineclonia ou soit Voxel Libre, et ensuite de lancer une partie seule. Et si on sait jouer à Minecraft, on va retrouver ses marques assez rapidement. Ou on peut aller directement sur un serveur où il y a du monde, et donc où il y a des chances que des gens puissent nous guider sur comment ça marche. Et après, c'est vraiment en fonction des préférences. Est-ce qu'on est plus dans la construction, et dans ce cas-là, c'est un serveur en mode créatif qui en mode création qui nous ira le mieux, et ça, dans la liste des serveurs, ça c'est indiqué. Il y a une petite icône. Dans la collecte de ressources, c'est ça, il y a des icônes. Et on peut choisir aussi on peut aussi voir si les serveurs sont pacifiques ou si les deux joueurs peuvent, ou s'il y a du combat entre joueurs, ce qui, pour une première expérience, peut être très frustrant quand il y a des joueurs qui immédiatement nous sautent dessus quand on apparaît. Exactement. Et du coup, Amelai, peut-être que tu peux nous raconter ton monde, parce que franchement, encore une fois, je le trouve accueillant, et pour commencer, je trouve que c'est vraiment un excellent monde. Oui, alors, donc effectivement, c'est un serveur qui date maintenant d'il y a 4 ans et demi, qui est orienté semi-RP, c'est-à-dire que, en fait, je trouve qu'actuellement, notre monde est tellement rude, on a besoin d'un échappatoire, les réseaux sociaux, ça devient une horreur absolue, et je me suis dit, il faut une safe place où les gens puissent se décanter de leur journée et pouvoir justement oublier leurs soucis et puis faire quelque chose qu'ils aiment faire et rencontrer d'autres personnes. Donc il y a ce côté semi-roleplay où chacun est libre ou pas de jouer un personnage, et justement c'est cette dimension-là que je tente de développer pour permettre justement de créer des arcs narratifs, de créer quelque chose où l'on s'évade, de pouvoir créer une histoire avec une intrigue. Donc là, en ce moment, je suis en train de réfléchir sur un arc roleplay qui va être science-fiction. Et c'est une partie, je trouve, qui est un peu occultée, qui est dommage, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de roleplay sur Minecraft, mais on ne parle pas de roleplay sur Mindtest. Derrière, il y a beaucoup de côté ludique, mais vraiment cette dimension build des roleplay qui échappe un peu à Mindtest, qui est un peu dommage. Donc c'est cette tournure que j'ai envie de donner. Et donc en fait on arrive sur Minerland, on est chaleureusement accueillis. Si je ne suis pas là, il y a forcément un des modérateurs qui est sur place et qui accueille nos visiteurs. Après, je recommande effectivement de connaître un peu le logiciel pour permettre de se familiariser justement avec l'esprit du jeu, c'est-à-dire d'avoir déjà pris en main Mindtest et d'avoir vu quelques vidéos pour justement faciliter l'expérience de jeu et pouvoir s'organiser avec les modes, en sachant qu'effectivement il y a ce côté pacifiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté PVP, il n'y a pas de côté PVP, où tu peux des expliquer animaux vont... PVP, s'il te plaît. Est-ce que tu peux expliquer PVP? C'est player versus player, c'est un mode de jeu sur certains serveurs où en fait on arrive et il faut bastonner le plus possible pour récolter le plus possible d'items, et en fait celui qui a bastonné le plus a gagné. Ça rejoint un petit peu les jeux de guerre qu'on connaît, mais sur un serveur Mindtest. Donc c'est assez répandu. Moi, je ne vise pas du tout cette optique-là. Je vise plus l'optique du build, de l'ingénierie, du roleplay, où finalement on se retrouve et on discute entre nous. C'est précis que roleplay, c'est dire jeu de rôle. Jouer un rôle, oui, c'est ça. Exactement. Essayer d'incarner un personnage, voilà. Se donner. Voilà, en sachant qu'effectivement,
dans Minerland ou sur certaines de mes vidéos, je joue un personnage qui ne correspond pas forcément à mes valeurs ou à mes opinions. Par exemple, s'il y a un commerçant, je vais le charrier, je vais lui dire t'as payé ton URSSAF Donc c'est vraiment un monde où voilà, on se charrie et puis on peut camper un personnage le temps de plusieurs soirées. Et puis avec aussi des différentes capacités, voilà, les administrateurs ont certains pouvoirs qu'ils peuvent conférer aux nouveaux joueurs. Donc c'est aussi un jeu de montrer qu'on est capable, par exemple, de fabriquer une maison, et à partir de là, l'administrateur, donc toi ou quelqu'un d'autre du jeu, va faciliter finalement les déplacements sur la carte. Alors on n'a pas parlé de la carte, mais Toxayo a été très très étonné en découvrant qu'elle était colossale, elle est énorme hein, finalement. Et puis il y a même une carte sur le wiki du monde qui permet de se retrouver, de se situer. Je te laisse un peu en parler. Oui, alors c'est un monde il n'est pas si grand que ça en fait, hein. Il ne fait que 20 000 blocs de côté dans tous les côtés, c'est-à-dire qu'on va avoir une surface de 20 000 blocs sur 20 000 blocs, aussi bien en coupe horizontale qu'en coupe verticale. Donc ça permet aussi d'intégrer des modes de biomes. Donc en sachant que par exemple pour la surface, j'ai par exemple mis en place un mode Ethereal qui permet d'avoir d'autres décors plus ou moins fantastiques comme de la terre bleue, des champignons géants. C'est un mode qui est très connu. On peut avoir le Nether. Et on peut avoir même l'espace. Le Nether, alors excuse-moi, hein, il faut que tu expliques le Nether parce que là, qu'est-ce que le Nether, s'il te plaît? Alors le Nether, c'est une dimension parallèle, c'est une notion qui a été empruntée au jeu Minecraft, où c'est en fait une dimension parallèle où il y a une notion un peu... Alors sur Minecraft, c'est différent. On a beaucoup de lave avec des mobs qui sont dédiés à cette dimension à part entière. Merci. Voilà, les mobs, c'est des créatures. Et donc, on se retrouve avec un monde un peu plus dangereux, une dimension plus dangereuse, parce qu'il y a énormément de lave qui peuvent couler, donc on meurt de suite. On a des créatures qui peuvent attaquer. Mindtest a réutilisé cette notion pour l'utiliser, mais dans le mode que j'utilisais, c'est une sous-couche où il y a cette notion justement de lave qui coule, de terres différentes, de matériaux différents et finalement de décors différents où tout est sombre, il n'y a pas de ciel, tout est sous terre. Et bientôt, il y aura certainement des créatures propres au Nether qui seront installées. D'accord. Alors par rapport à la question de carte, c'est vrai que j'ai une question d'Apitux dans le chat concernant finalement l'import de cartes du monde réel. Donc ça, ce sont des choses possibles. Alors c'est effectivement pas une orientation de ton serveur, hein, mais ça c'est désormais possible sous Mindtest. L'IGN produit des sorties qui peuvent être importées après dans Mindtest et on retrouve la carte locale d'un village. Je sais que j'ai testé moi sur un village en Lorraine, un petit village, et j'ai importé cette carte et on pouvait retrouver effectivement l'univers réel dans Mindtest. Là aussi, évidemment, on imagine tous les usages pédagogiques qu'il peut y avoir autour. Il y a des associations qui travaillent sur ce sujet-là, Zoomacom en particulier, qui avait été invité mais qui a eu une contrainte et il ne pouvait pas intervenir. Mais ça aussi, ce sont des usages potentiels de Mindtest. On essaiera de faire une deuxième émission au début 2025 pour voir tous les usages pédagogiques qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui sont intervenus à 2 reprises aux journées du logiciel libre éducatif pour justement montrer tout ce qui peut se faire dans le monde de l'éducation autour de Mindtest. Voilà, c'est un autre sujet, mais moi je pensais qu'aujourd'hui c'était extrêmement important d'abord de montrer qu'on pouvait jouer de manière apaisée, de manière agréable. Donc là je pense que voilà, on avance un peu dans cette démonstration-là et ce sera un point supplémentaire. Alors je sais pas moi, quelles sont les ressources, les choses étonnantes que vous avez croisées ou les beaux moments que vous avez vécus un peu sur vos temps de jeu Mindtest. Toxayo? Alors moi, c'est justement le fait de pouvoir, à partir d'un monde, de pouvoir en générer une carte, où après, dans son navigateur web, on peut voir
on peut voir comme si on voyait depuis l'espace à quoi ressemble un monde et du coup essayer de voir, tiens, on dirait que quelqu'un fait un château là, ou alors on dirait qu'il y a une sorte de volcan à cet endroit-là, ou juste et aussi voir la manière dont le monde a été généré, la forme des océans, les forêts, et ensuite du coup de se servir de ça pour naviguer dans le jeu et de quelque chose qu'on voit du ciel, ensuite de se frayer un chemin dans le monde pour voir depuis le sol qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on a vue depuis le ciel. Donc ça veut dire que parfois on peut voler dans le jeu, mais il faut avoir ce pouvoir. Et donc est-ce qu'il nous est attribué? Est-ce que le mode a été installé? Donc ça, ce sont des questions effectivement qui peuvent se poser. Ah oui, il n'y a pas tous les serveurs qui permettent de voler, qui ont des véhicules qui permettent de se déplacer de cette manière-là, et c'est pas tous les serveurs qui ont de manière périodique une carte qui est une carte de dimension qui est générée et qui est mise à disposition sur le web. Amelai, ton retour un peu sur les ressources, les moments étonnants, les choses que tu as beaucoup appréciées? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses techniques qui m'ont parfois subjuguée, comme en fait effectivement cette idée d'utiliser des logiciels libres, des langages libres. Je pense à JavaScript, je pense à plein de ressources qui permettent de créer de nouveaux outils. Je pense aux modes, la quantité phénoménale de modes qui sont accessibles à tout un chacun. Cette accessibilité à l'information, finalement cette pléthore de possibilités qu'offre Mindtest. Mais derrière, il y a aussi cette richesse humaine que m'a apporté l'administration d'un serveur. C'est-à-dire que ce serveur-là, au tout départ, quand je l'ai ouvert, je n'ai pas pensé une seconde qu'il aurait ce succès qu'il a maintenant et qui m'apporterait autant au niveau humain, parce que derrière, il y a une équipe de modérateurs que j'appelle la Dream Team, et qui me donnent leur avis. Et à la base, je suis quelqu'un qui est assez têtu et obstiné. J'ai appris à écouter les gens, justement, à travers ce jeu. Et il y a cette richesse humaine qu'apporte justement l'administration d'un serveur, et à plusieurs conseillés par d'autres personnes. D'accord, donc belle expérience humaine, malgré le fait qu'on soit dans des aspects très techniques parfois pour administrer un serveur. Exactement. Et je voulais aussi évoquer peut-être les communautés. Je crois que c'est Turrican qui m'avait évoqué des communautés en Allemagne qui travaillaient sur des modes autour du train et qui ont développé énormément de choses autour de ça. Alors il y a des choses dans ton monde à toi tu as installé des modes concernant ça, mais il y a quand même une communauté un peu foufou sur ces questions-là en Allemagne. Alors oui, à savoir que Mindtest a son succès en Allemagne. Puisque déjà il y a une librairie qui s'appelle Irrlicht, qui est un mot qui provient de l'allemand. Donc il y a des modes qui sont très orientés déplacement. Je pense notamment à Advanced Trains, qui est un mode effectivement qui provient d'Allemagne, et qui est un mode qui est extrêmement pointu en matière de création de chemins de fer et de trains. Donc c'est un mode qui se base sur la création de voies ferrées, mais de voies ferrées avec le mécanisme qu'on leur connaît, comme l'aiguillage, comme la pose de feu, toutes ces choses-là. Personnellement, c'est pas un mode que j'aime utiliser quand je pose des voies de chemin de fer, parce que c'est un mode qui est très complexe. Il y a des notions comme l'interlocking, la gestion, voilà, il faut connaître un petit peu comment sont gérés les chemins de fer pour comprendre le mode, en fait. Donc c'est très pointu, mais derrière, il y a des possibilités qui sont déconcertantes, justement, pour créer des systèmes de petits trains.
Mais en général, ça, je le laisse à Tanavit, justement, qui, lui, est un spécialiste de ce mode et qui le connaît bien. Très bien. Étienne ? Il me semble pas que ça a été répondu, mais il y a une question qui me taraude, c'est par rapport aux mods, c'est-à-dire que on peut les installer, il faut les installer soi-même. J'ai compris qu'on peut en installer soi-même. J'imagine que des serveurs peuvent en installer sur les serveurs, donc j'imagine que ça dépend des mods. Comment ça marche? C'est-à-dire que si je veux jouer avec un mod, il faut que je trouve un serveur où c'est installé, ou faut d'abord que je l'installe chez moi. Est-ce que si j'ai pas installé chez moi, je peux aller sur le serveur? Toxayo? En fait, c'est quand on veut jouer seul, il faut l'avoir installé, le mode, donc ça veut dire il faut connaître son existence et ensuite l'avoir trouvé dans le gestionnaire d'extension. Mais quand on se connecte sur un serveur, c'est le serveur qui nous envoie absolument tout ce qui est nécessaire. Donc ça veut dire que il n'y a même pas à savoir est-ce que ces deux modes ils vont bien ensemble. Non, ça c'est le travail des personnes qui administrent un serveur comme un gars qui justement minutieusement essaie de construire une expérience de jeu cohérente ensuite les personnes qui viennent jouer sur le serveur n'ont rien besoin de connaître sur la technique et n'ont juste qu'à se concentrer sur comment jouer, tel animal, est-ce que je peux le domestiquer, telle plante, qu'est-ce que je peux faire comme nourriture. Et voilà, c'est vraiment, on se concentre sur jouer quand on va sur un serveur. Et si on veut jouer seul, c'est là où il faut avoir la chose installée. Mais c'est pour ça que du coup, ça s'appelle pas officiellement des modes, ça s'appelle des jeux. Du coup, dans Mindtest, quand on installe Mindchutney au Voxel libre, on a déjà tout un ensemble cohérent et on a juste un seul truc à connaître pour avoir une expérience de jeu donnée. Mais voilà, quand on veut faire des trucs dans le détail, là, il faut les installer à la main pour pouvoir y jouer en solo. Mais sinon, sur les serveurs, ça se télécharge tout seul. Très bien. Et c'est vrai que l'ajout de modes rajoute potentiellement, en particulier en mode créatif, des recettes. En fait, il y a tout un livre de recettes qui permet de combiner les éléments. Et ça aussi, c'est assez jouissif finalement de pouvoir découvrir toutes ces recettes et de fabriquer des choses en assemblant des matériaux qui ont été ramassés, quoi. Et ça aussi, ça vient s'amplifier avec la quantité de modes et la caractéristique de certains modes dans Mindtest. Il nous reste 3 minutes. Je vais vous passer chacun la parole 1 minute, 2 minutes pour nous partager la chose que vous avez envie de répéter ou la chose que vous auriez oubliée. Amelai ? Oui, alors de mon côté, personnellement, je pense avoir tout dit. Après, il suffit de venir sur le serveur ou d'installer déjà Mindtest chez soi et de le tester, de l'utiliser pour se faire sa propre opinion. Et puis surtout s'amuser, ne pas se prendre au sérieux sur les serveurs. Très bien. Toxayo ? Comme ressource intéressante, on a très brièvement mentionné les vidéos. Et effectivement, il y a une communauté d'une taille assez respectable qui fait des vidéos sur Internet et juste en tapant Mindtest, on peut trouver pas mal de vidéos qui datent d'il y a moins d'1 an, donc qui sont plutôt pertinentes par rapport aux évolutions de jeu et de toutes les extensions, tous les modes, et y compris une partie des vidéos en français. Donc c'est-à-dire que quand on part de zéro, il y a vraiment moyen d'apprendre dans l'une des méthodes les plus classiques auxquelles les gens apprennent à jouer à ce genre de jeu vidéo bac à sable, qui est de regarder quelqu'un d'autre soit apprendre ou soit montrer leur réalisation dans le jeu. C'est vrai. Merci, oui, effectivement, de signaler les ressources. Alors, moi, je suis un peu plus traditionnel, je suis un peu plus ancien, mais c'est vrai que j'ai commencé par essayer de retrouver toute la littérature qui pouvait exister. Alors, j'étais plutôt wiki, alors, j'ai d'abord été un peu submergé par la quantité de ressources écrites qu'il pouvait y avoir, les différentes expériences, que ce soit éducatif, que ce soit joueur, etc. Donc là aussi, il y a pas mal de matière. Donc, évidemment, chacun choisira sa méthode préférée, que ce soit vidéo ou wiki. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité
de ressources. Peut-être que pour conclure, on peut annoncer qu'il y aura bientôt, j'aime bien, je prends pas trop d'engagement pour l'April, mais peut-être bientôt un serveur Mindtest sur le Chapril. J'espère que je prends pas des risques en disant ça. Je me ferai peut-être taper par les autres membres du conseil d'administration, mais c'est vrai que ça c'est une question qu'on se pose. On en avait discuté à l'April Camp, au dernier April Camp, avec des personnes qui étaient là, et on se dit que c'est vrai que c'est un support qui est juste extrêmement, enfin vraiment sympa aussi pour échanger. Il peut y avoir plein de projets autour de Mindtest. Il y a des gens qui ont envie de créer des jeux de rôle directement dans Mindtest, en ajoutant les bons modes, en créant des scénarios, un peu ce que tu expliquais tout à l'heure. On pourrait imaginer aussi des développements pour créer un espèce de métavers avec Mindtest, où par exemple on se déplace et quand on va dans une maison, on déclenche une visioconférence. Tout ça, le Mindtest le permet parce que finalement tout est ouvert et qu'on peut améliorer le programme. Tout ça, ça pourrait se penser, ça pourrait s'imaginer. Et voilà, moi, je fais travailler des élèves sur ce sujet-là, mais oui, tu voulais ajouter quelque chose, Amelaï? Oui, effectivement, il y a ce côté-là. Ce que je regrette un peu, c'est que la communauté française reste encore frileuse là-dessus, alors que c'est quand même un logiciel qui est plein de potentiel. Et puis, effectivement, au niveau du build, je reprends un petit peu ce que tu as dit en amont par rapport aux cartes IGN qui sont téléchargeables, qui peuvent apporter une certaine base pour du build. J'ai par exemple téléchargé mon quartier de Marseille sur Mindtest. Bon, c'est vrai qu'après le résultat au niveau de la base des bâtiments n'est pas terrible, mais il y a ce côté mise en forme du terrain qui permet après de reconstruire par-dessus de manière fidèle à l'échelle indiquée par l'utilisateur. Oui, le lien au réel peut être extrêmement intéressant. Je vais devoir clore, je vais passer la parole à Étienne. Vous remercier pour votre intervention et puis on peut espérer que cette émission va aider à casser un peu cette frilosité. Merci Laurent, merci à nos deux invités. Oui, c'était vraiment passionnant de vous écouter. Et effectivement, le temps filant et on doit rendre l'antenne à 17h pile. Donc, je vais juste rappeler aussi qu'il y a eu énormément de références citées, notamment différents modes, etc. On listera un maximum sur la page de l'émission, bien sûr. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, Jean-Christophe Becquet nous présentera une nouvelle pépite libre, La Cueillette. En attendant, nous allons écouter Strong Back par Fog Lake. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Strong Back par Fog Lake, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Pépite libre, Jean-Christophe Becquet, vice-président et ancien président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre, texte, images, vidéos ou bases de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Salut Jean-Christophe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, peut-être avez-vous récemment poussé la porte d'un service public, qu'il s'agisse d'une crèche municipale, d'une médiathèque ou d'une régie des eaux. Pour moi, c'était les services d'aide à la mobilité suite à ma décision d'abandonner ma vieille voiture au profit du vélo et de l'autopartage. Dans toutes ces situations, l'accueil compte pour une part importante de votre expérience d'usager. L'accueillette offre donc une palette d'outils pour interroger votre service. Le parcours d'accueil fait l'objet d'un questionnaire détaillé en 9 étapes. Extérieur, entrée et première impression, accueil, médiation, bureau de permanence et d'entretien, signalétique et support de communication, affichage et information, mobilier, décoration, zonage, service, usage et besoins spécifiques, fonctionnement et entretien du bâtiment et pour finir, numérique. Les questions sont simples mais lourdes de conséquences, comme le bâtiment est-il facilement identifiable dans l'espace public? L'ensemble du bâtiment est-il accessible aux personnes à mobilité réduite et sans danger? Y a-t-il des places d'attente en quantité suffisante? C'est un sujet récurrent dans mes chroniques, mais j'aurais bien ajouté une question. Le service est-il correctement décrit dans OpenStreetMap? En effet, les données renseignées dans OpenStreetMap, aussi variées que la couleur de la façade, les horaires d'ouverture, l'accessibilité, se propageront sans effort dans les centaines d'applications qui s'appuient aujourd'hui sur cette base de données libre. L'équipe du projet L'Accueillette regroupe des personnes travaillant pour le TILAB, un laboratoire territorial porté par la préfecture de Bretagne et la région Bretagne, mais aussi des collectivités, des associations et d'autres structures du secteur privé. Le site web l'accueillette.com permet de créer un compte pour héberger l'analyse de votre accueil. J'ai cependant repéré ce qui me semble être une erreur dans les conditions générales d'utilisation. En effet, le chapitre 6, propriété intellectuelle et contrefaçon, entre en contradiction avec la licence Creative Commons by SA, dont le logo est visible dès la page d'accueil ainsi que sur toutes les ressources du projet. Il est écrit « L'Accueillette est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d'usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite sauf autorisation écrite préalable de l'accueillette. Cela illustre selon moi le poids de ce que je considère comme la conception dominante mais tellement restrictive du droit d'auteur. Tout est interdit par défaut. J'ose espérer que cette mention est obsolète et qu'il faut plutôt se référer à la licence libre qui autorise la copie, la modification, l'adaptation, bref, tout type de réutilisation à condition de citer l'auteur et de partager les versions modifiées sous la même licence. On lit en effet dans la présentation du projet qu'un des partis pris est d'avoir un outil partagé, ouvert et collaboratif. C'est bien cela que permet le choix d'une licence libre. L'Accueillette est donc une ressource librement réutilisable et modifiable par toute structure, publique ou privée, petite ou grande, commerciale ou non marchande,
grâce aux libertés inscrites dans sa licence, la cueillette accède au statut de pépite libre et pourra bénéficier à une association comme l'April ou Cause Commune, une université, un centre de santé. À la fin, ce sont autant les personnes en charge de l'accueil que les publics qui bénéficieront des améliorations apportées. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette nouvelle pépite libre qui démarre cette 8e saison de Libre à vous, et on aura plaisir, j'imagine, à t'entendre le mois prochain pour nous présenter une nouvelle pépite. Je continue à chercher. Super. Et ben, je te souhaite une très bonne fin de journée en tout cas. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci, bonne fin d'émission et au mois prochain. Au mois prochain. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors ce week-end, 2 événements assez importants, la fête de l'humanité en région parisienne et la braderie de Lille à Lille tout simplement, comme indique le nom. Donc la fête de l'humanité c'est du 13 au 15 septembre et la braderie de Lille du 14 au 15. Je mentionne ces 2 événements parce qu'ils vont chacun avoir un espace dédié aux questions numériques et l'April tiendra même un stand à la fête de l'humanité et il y aura plein d'autres associations du côté de Lille, donc n'hésitez pas à aller faire un marché et à rencontrer ces libristes. Le 27 septembre, là c'est plutôt en Bretagne que nous dirigeons, déjà à Rennes, donc toujours ce 27 septembre, se déroulera le premier WordCamp Bretagne, un événement dédié au logiciel de création de sites web, un CMS, qui s'appelle WordPress. L'April aura le plaisir d'y tenir un stand et donc de venir à la rencontre des personnes qui pourront s'y présenter. Et toujours le 27 septembre, et toujours en Bretagne, mais cette fois-ci du côté de Brest, le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels Libre Infini propose un barbecue de rentrée à partir de 18h. Tout le monde y est bienvenu, et si j'en crois la photo présentée sur l'agenda du Libre, il y a très forte chance qu'il y ait des options végétariennes proposées. Et je parle de l'agenda du Libre, et comme d'habitude, vous pouvez y trouver tous des événements et en lien avec le logiciel libre et la culture libre près de chez vous, ainsi que les structures qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission: Isabelle Carrère, Laurent Costi, Amelai, Toxayo, Jean-Christophe Becquet. Au manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Avani, que je remercie d'autant plus chaleureusement que la mise en place a été assez compliquée. En plus, on a eu des problèmes de son et pourtant la régie a été nickel de bout en bout. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Langue 1, Julien Haussmann, bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet: Quentin Gibaud, bénévole à l'April, ainsi que mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous vous y répondrons en direct ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46, le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, comme d'habitude, mardi 17 septembre à 15h30. Notre sujet principal sera un nouveau parcours libriste avec Maud Royer, développeuse web et experte en stratégie numérique de mobilisation et de plaidoyer. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.